Oui, mais bonjour à tous. Ici Elsa de la plateforme Ludipsy Santé mentale et ludification. Et aujourd'hui, je participe au Festival Draconis 2022, l'édition qui est virtuelle encore cette année. Et j'ai vraiment le plaisir de pouvoir animer un panel cette année, une présentation. Je me suis intéressée à plusieurs petits sujets. Hier, je fais une présentation sur les représentations de la santé mentale dans le jeu de rôle et aujourd'hui, les représentations des communautés LGBTQ+, dans le jeu de rôle. Donc, c'est dans mon travail, ma profession en psychologie, je travaille beaucoup avec les communautés LGBTQ+. Et bien sûr, mon autre passion étant le jeu de rôle, entre autres, j'ai voulu découvrir et explorer comment les représentations LGBTQ+, sont bien représentées dans le jeu de rôle. Et à travers la présentation, vous allez voir, ça va être très ouvert aux discussions. N'hésitez pas, si jamais vous voulez poser des questions dans le chat du Discord de Festival Draconis ou dans le chat de la chaîne de Ludipsy, sur le Twitch aussi de Draconis. J'ai essayé de répondre à vos questions au fur et à mesure. Je vais vous poser à vous aussi des questions. N'hésitez pas à y répondre et à laisser des commentaires. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, j'ai voulu faire quelque chose d'ouvert à tous. Ça veut dire que la première partie, je vais prendre un certain moment pour expliquer et présenter différents concepts au niveau des communautés LGBTQ+, et de ce qu'on va appeler la diversité de genre. Parce que certaines personnes encore ne vont pas connaître certaines différences. Ça veut dire quoi les acronymes? Qu'est-ce que c'est au juste la diversité de genre? Donc, la première partie va être un peu plus, vous allez voir un peu plus magistral, théorique. Je vais vous expliquer les concepts. Et par la suite, on va explorer à partir de ça. Une fois qu'on comprend les concepts de base, on peut explorer et voir comment c'est représenté de différentes manières dans le contexte du jeu de rôle. Donc, au cours de ma présentation, je vais vous présenter une petite PowerPoint, en fait, qui est fait sur Canva. Et de temps en temps, j'ai regardé pour les messages, donc pour pas que ça soit trop magistral, vous n'êtes pas à un cours universitaire ici. Donc, c'est parfait. Je vous lance maintenant petite transition et après ça, bien, on passe à la présentation. Et voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien, que vous m'entendez bien. Si jamais il y a quelque chose, n'hésitez pas à l'indiquer. Je regardais de temps en temps sur le Discord de Festival Draconis. Donc, ça l'indique un peu ici. Je vous présente représentation LGBTQ+, dans le jeu de rôle. Commençons. Alors, première chose que j'ai amenée comme piste de réflexion, c'était de voir comment est-ce qu'on peut intégrer. En fait, il y a comme deux concepts que vous allez voir. Il y a l'intégration dans le jeu de rôle et par la suite, la perception expérimentée dans le jeu de rôle. Donc, comment intégrer? Ça veut dire quand on fait la conception même du jeu de rôle, comment est-ce qu'on va intégrer différents concepts associés aux communautés LGBTQ+. Et la perception expérimentée dans le jeu de rôle, ça, on va dans le sens inverse. C'est-à-dire que moi, en tant que personne appartenant à une communauté, à la communauté LGBTQ+, ou en tant qu'allié, comment est-ce que je vais vivre et expérimenter, percevoir les inclusions qui ont été mises dans le jeu de rôle. Donc, positivement et ou négativement. Bon après-midi, Mathieu Tremblay, ou Tremblay Mathieu. Donc, bon dimanche après-midi à tous. Alors, première vision d'analyse, c'est l'intégration. Ça veut dire moi-même, en tant que maître du jeu ou en tant que concepteur de jeu de rôle, si je décide et que je veux intégrer des concepts des concepts des communautés LGBTQ+, dans le jeu de rôle. Alors, à ce moment-là, comment je fais? Alors, la première étape à se poser comme question, c'est comment bien les représenter. Donc, vous allez voir, je vais répondre un peu à cette question-là par la suite, mais première réflexion à voir, comment les représenter? Comment représenter la diversité de genre dans le jeu de rôle? Alors, la première étape, bien sûr, vous allez voir, je vais mettre beaucoup l'accent là-dessus, dans une optique de respect, c'est de se renseigner. Première étape de tout, ça veut dire si moi, je me dis,
OK, je veux créer un univers dans lequel, je sais pas, il y a des inclusions par rapport à la diversité de genre. Il faut que je sache qu'est-ce que c'est la diversité de genre. Ça, c'est sûr. On se renseigne, c'est la base. On veut se renseigner, mais pas n'importe où. On veut se renseigner sur des informations qui sont valides. Donc, on ne veut pas rentrer non plus dans les préjugés, les stéréotypes. C'est souvent ça qu'on retrouve, des stéréotypes des personnages très stéréotypés, des comportements, des attitudes très exagérées. Et ça peut être blessant pour plusieurs personnes. Donc, on veut vraiment se renseigner, mais aussi aller chercher des informations valides. Vous allez voir, je vais vous montrer comment. Deuxième chose qu'on va se poser. Qu'est-ce que je veux faire ressortir comme variable? Variable, ça peut être plein de choses. Ça peut être au niveau de l'expression, l'orientation. Exemple, est-ce que je veux mettre un peu plus d'accent sur l'orientation sexuelle des personnages? Est-ce que je veux que ça soit un élément central de l'histoire que je vais créer? Ou non, j'y vais un peu plus pour l'identité de genre. Ou l'identité de genre, OK, ça va être un peu plus caché, mais ce que je veux vraiment mettre de l'avant, c'est l'expression de genre. Alors là, c'est des concepts qui déjà, vous ne vous comprenez pas c'est quoi. Inquiétez-vous pas, je vais vous l'expliquer par la suite. Peut-être en fait que je veux mettre l'accent sur de quoi de plus associé aux troubles en santé mentale, entre guillemets, quelque chose d'un peu plus problématique. Mais je vais parler un peu plus de la dysphorie de genre. Par contre, je ne peux pas parler de dysphorie de genre d'un de mes personnages si je ne sais pas c'est quoi puis que j'ai pas été chercher des informations valides. Encore une fois, pour ne pas rentrer dans les préjugés ou des stéréotypes qui pourraient être blessants. Par la suite, comment assurer de bonnes représentations? Ça veut dire, c'est bon, je me suis renseignée, je sais ce que je veux faire ressortir comme variable. Par contre, peut-être que ça n'a juste pas rapport avec l'histoire. Peut-être au final que l'orientation sexuelle de mon personnage, c'est pas important, puis j'ai pas nécessairement besoin de le mettre de l'avant dans le contexte de l'histoire. Et à ce moment-là, c'est important de réfléchir aussi, de dire, est-ce que c'est nécessairement quelque chose que j'ai besoin de faire ressortir, que ce soit prioritaire, ou est-ce que j'ai pas vraiment de pertinence en parler dans le contexte de l'histoire ou de la création de mon personnage? C'est souvent quelque chose qu'on oublie, qu'il y a certains concepts comme ça qui sont pas nécessairement nécessaires ou pertinents à mettre de l'avant, puis que ça peut plus nuire au contexte de l'histoire qu'autre chose. Alors, voici un peu les réflexions pour l'intégration dans le jeu de rôle. Donc, quand je veux intégrer dans un jeu de rôle des concepts associés, bien sûr, avec respect aux communautés LGBTQ+. L'autre angle, vision des choses qu'on va garder en tête tout le monde ensemble, c'est, à ce moment-là, moi, en tant que joueur, joueuse, que personne qui joue à un jeu de rôle, comment je me sens de voir des représentations LGBTQ+, dans l'histoire ou dans le contexte. Ou comment je me sens qu'un joueur ou une joueuse a amené cette variable-là et l'a mis de l'avant dans le contexte de l'histoire. Donc, c'est important de réfléchir. Comment je me sens? Est-ce que je me sens respectée? Est-ce que je me sens bien représentée? Est-ce que je me sens en danger? Est-ce que je me sens intimidée? Bon, d'aller vraiment réfléchir à si c'est une variable importante pour moi et que je sens que c'est un certain enjeu, comment je me sens? Après ça, le pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce que j'en comprends? Est-ce que je sens qu'il y a un sentiment personnel, un sentiment relationnel associé à ça? Est-ce que je sens que c'est un enjeu au niveau de mon identité ou mon expression de genre ou expression tout court? Donc, la réflexion un peu du pourquoi pour ensuite être en mesure de gérer mon émotion par rapport à la partie en cours, par exemple. Et bien sûr, de voir, est-ce que c'est un climat autant le climat des joueurs, autant le climat dans l'histoire même du jeu de rôle, est-ce que je me sens bien, je me sens assez respectée pour pouvoir continuer à jouer? Parce que parfois, dans certaines situations, on a tous entendu un peu parler, il y a des situations où on ne se sent pas respecté et que c'est mieux de mettre ses limites et d'arrêter de jouer. Donc, gérer ses émotions, ça peut être effectivement de mettre ses limites, de nommer nos besoins, mais ça peut être également de faire ce qu'on appelle la sécurisation émotionnelle, donc d'utiliser des outils de sécurisation émotionnelle. Il y avait un super bon panel hier midi, je pense, sur le sujet, donc je vous invite à le réécouter en rediffusion si jamais vous voulez
en apprendre un peu plus sur les outils de sécurité émotionnelle. Donc, si on retourne à la première ici, comment bien se représenter, les représenter, hein, les membres de la communauté LGBTQ+, on s'était dit se renseigner, valider les informations, valider, oui, valider les informations et s'assurer, bien sûr, de bien comprendre les différents concepts et terminologies. Alors, ben, c'est ça qu'on s'en va voir maintenant. Qu'est-ce que c'est au juste ces concepts importants à savoir? Tout d'abord, c'est quoi la diversité de genre? Je vous ai indiqué que j'allais en parler. Peut-être que parmi ceux qui écoutent, vous savez tous qu'est-ce que c'est. Peut-être que même que vous faites partie des communautés LGBTQ+, ou que vous êtes un allié, un ou une allié. Par contre, je vais quand même passer un peu au travers parce que de ce que j'ai compris dans mon travail, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est. Donc, on va mettre des mots dessus. La diversité de genre, qui peut être avec ou sans S, ça comprend tout ce qui est vraiment la compréhension. Donc, la compréhension, l'acceptation, l'ouverture à l'identité et l'expression de genre et de comprendre que notre identité et notre expression va au-delà des pôles connus. Des pôles, on parle des extrêmes qui étaient auparavant connus, hein, hommes-femmes par exemple. Donc, on va parler ici d'un continuum et non de catégorie. Donc, c'est pas tout noir, tout blanc, c'est pas 0-1. On parle vraiment d'un continuum, une variété de gradation de couleurs qui vont définir qu'est-ce que c'est que l'identité, l'expression de genre ou identité, expression sexuelle également au niveau de l'orientation sexuelle. Donc, on essaie de voir ça vraiment comme un continuum. Maintenant, l'acronyme, hein, LGBTQI2A+, il y en a plus, effectivement. C'est un acronyme qui va représenter différents membres de la communauté queer. On va parler notamment au niveau des orientations sexuelles, mais au niveau aussi de l'identité de genre et au niveau de l'expression de genre. Donc, on connaît généralement bien le LGB. On entend parler depuis des années. C'est ce qu'on appelle l'orientation sexuelle. Lesbienne, gay, bisexuelle. Le reste, on va parler un peu plus au niveau de l'identité et l'expression de genre. Trans, queer, intersexe qui peut être au niveau de l'orientation. Bonjour, Talilose. Two-spirit, asexuel, agenre, allié. Peut-être qu'il y en a parmi ceux-là que vous connaissez déjà, d'autres peut-être un peu moins. Encore une fois, n'hésitez pas à avoir des questions au fur et à mesure. Je vais justement prendre une mini pause pour aller voir sur le Discord. Ça va peut-être un petit peu changer. Par contre, l'écran, je suis désolée. Parfait. Alors, je reviens ici. Super. Et comprendre, c'est qu'il y a, bien sûr, une différence entre le sexe assigné à la naissance et l'identité, l'expression de genre. Sexe assigné à la naissance, c'est vraiment, le sexe est déterminé en fait par les organes génitaux à la naissance. C'est pas du tout en lien et pas nécessairement en lien avec l'identité, l'expression de genre. On parle vraiment ici d'un concept associé aux organes génitaux, aux chromosomes, aux hormones sexuelles. Donc oui, on peut avoir un sexe assigné à la naissance qui est en lien avec notre identité, notre expression de genre, qui est concordance, ou on peut avoir un sexe assigné à la naissance qui diffère de notre identité, notre expression de genre. L'orientation sexuelle, un concept qui nous semble bien connu, mais souvent, on ne prend pas en considération que l'orientation sexuelle a 3 sphères. La première sphère, c'est notre attirance sexuelle. Est-ce que oui ou non, je suis attirée par la personne devant moi? Nous avons aussi l'attirance romantique. Est-ce que oui ou non, j'ai ce désir à ce niveau-là de créer quelque chose de plus grand avec la personne? Le romantique, on parle ici un peu plus relationnel, en fait. Et nous avons l'attirance affective, qui est un peu ce qu'on retrouve dans une relation d'amitié. Tu sais, le désir de comme être proche de la personne, on a de l'affection, c'est cute.
Donc, dans l'orientation sexuelle, on peut être un, deux ou tous les trois ou aucun. L'attirance sexuelle, ici, c'est vraiment purement physique ou vraiment au niveau du désir. Je peux être attirée vers une personne, mais pas du tout avoir d'affection envers la personne et vraiment pas vouloir développer une relation avec la personne. À l'inverse, je peux vouloir développer une relation avec une personne, mais sans nécessairement avoir d'attirance sexuelle. Ou je peux également avoir de l'affection vers une personne, un ami, et peut-être avoir une attirance sexuelle aussi en même temps. Donc, ça vient complexifier, mais ça vient déterminer aussi que l'orientation sexuelle est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Et ces variables-là sont importantes à prendre en considération si on veut se créer un personnage ou inclure des personnages dans le jeu de rôle qui ont une orientation sexuelle dans le continuum. On ne veut pas non plus, si on représente une personne homosexuelle, c'est important de prendre en considération différentes variables. Ou si on parle, exemple, d'une personne qui serait asexuelle, ça ne veut pas dire que la personne asexuelle n'a pas d'orientation sexuelle. C'est juste qu'elle n'a pas d'attirance sexuelle. Mais elle va avoir de l'attirance romantique, affective, peut-être, envers des personnes. Donc, c'est des concepts très importants à bien différencier dans une optique de respect de tous. Je vous parlais justement, orientation sexuelle, c'est un continuum, donc un spectre de possibilités, un continuum de possibilités. On a les fameux concepts de point de repère hétérosexuel, homosexuel. On va parler d'une orientation sexuelle qui peut être queer, asexuelle au niveau de l'orientation sexuelle et entre les deux, bisexuel, pansexuel. Mais c'est vraiment un continuum ici qui, asexuel peut se retrouver un peu partout sur ce continuum-là également. Là. C'est juste pour vous représenter que c'est vraiment pas des catégories, mais c'est sur une ligne continue. Même chose avec le sexe. Par contre, le sexe assigné ici, le sexe assigné à la naissance, on parle de femelle, de mâle, parce qu'ici, on parle des organes génitaux, des hormones, intersexe, qui a des caractéristiques sexuelles des deux personnes. Maintenant, l'autre concept qui souvent est confondu avec, exemple, l'identité de genre, c'est l'identité de genre, excusez-moi, qui est souvent confondue avec le sexe assigné à la naissance, c'est l'identité et l'expression de genre. Je sais pas, là, je vous lance la question comme ça, mais je sais pas si vous saviez qu'il y avait une différence, en fait, entre les deux. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une différence entre ce qu'on appelle l'identité de genre et l'expression de genre? Et voilà, ça m'a permis je lance la question et je me prends une gorgée d'eau. L'identité de genre, c'est différent de l'expression. Les deux sont souvent interreliés. Par contre, parfois, ça ne l'est pas. Il faut savoir que l'identité et l'expression, c'est des concepts que tout le monde a. Pas nécessairement au niveau du genre ici, mais l'identité, le concept même de développement identitaire et d'expression identitaire, on le vit tous. Hein. C'est quelque chose qu'on développe dans notre vie. Le meilleur exemple, c'est le style vestimentaire. Sûrement quand vous étiez ado, adolescent, vous aviez un style vestimentaire que vous n'avez pas aujourd'hui. Vous avez développé votre identité vestimentaire. Et votre expression, c'est-à-dire c'est la manière de l'exprimer. Mais ça aussi, ça évolue bien sûr avec super Mathieu. Donc, il n'y a pas d'élément de surprise. Donc, l'identité de genre, c'est un concept qui se développe généralement vers 2-3 ans, quand l'enfant commence à se rendre compte que, oh, je suis physiologiquement un petit garçon, une petite fille, et à l'intérieur de moi, il se construit quelque chose, une identité, qui est peut-être un petit garçon, une petite fille, les deux, je ne sais pas. Il y a comme un début de conscientisation à sa propre identité en tant qu'individu. Avant ça, l'enfant est très connecté à ses parents, puis son identité n'est pas nécessairement construite. Il n'a pas très conscience de sa propre existence. Vers 6-7 ans, quand il y a un environnement équilibré, ça veut dire un environnement qui permet un sain développement de l'identité, c'est l'âge vers lequel l'identité de genre est assez stable. Fait que, gardez en tête, si vous jouez des jeunes personnages, oui, l'identité de genre peut être à partir de 6-7 ans.
si jamais vous jouez des personnages enfants ou autres. Ou si vous voulez inclure ça dans le concept, la construction de votre personnage aussi, là. Donc, c'est le sentiment, en fait, l'identité de genre, c'est le sentiment intérieur. C'est très, 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 très subjectif, là, d'être un homme, une femme, peut-être les deux, peut-être aucun. C'est comment moi je me définis, là. Si je suis tout seul sur une île déserte avec aucune influence sociale, seul avec moi-même, comment je me définis? Ça, c'est l'identité de genre. L'expression de genre, c'est comment j'exprime mon identité ouvertement et aux autres autour de moi. Et c'est là que ça change. Certaines personnes vont avoir une identité, disons, féminine, mais ne vont pas l'exprimer. Ou un très bon exemple que souvent je nomme au niveau de l'expression de genre, ben c'est les drag queens ou les drag kings. Qu'au final, ça peut être des personnes que leur identité de genre concorde avec l'expression de genre ou ne concorde pas. Mais l'expression de genre, c'est comment je m'exprime, je m'ouvre, je présente aux gens autour de moi ce que je suis à l'intérieur de moi ou ce que je pourrais être à l'intérieur de moi. Donc, c'est des comportements, des réactions, des expressions verbales ou physiques. Et bien sûr, ça dépend selon les variables socioculturelles, là. Donc, l'identité de genre, on garde en tête, là, encore une fois, identité de genre qui peut être féminine, masculine, non-binaire ou qui est pas nécessairement, ou les two-spirit aussi. Encore une fois, sur un continuum, là. Je peux être à 90-10 ou je suis pas nécessairement à 100%. Ça se promène sur ce continuum-là ici, là. Expression de genre, même chose. Tu vas avoir une expression féminine, masculine, une expression fluide, une expression androgyne, dans ce sens qui n'est ni un ni l'autre, ou une expression qui combine également les deux. Donc, comment j'exprime à travers mon style vestimentaire, mon apparence physique, mais aussi les prénoms, pronoms également. Comment est-ce que je veux que les autres me nomment? Comment est-ce que je veux que les autres me perçoivent? On reste encore dans les concepts. Là, je vous lance beaucoup de concepts. J'espère qu'il y en a là-dedans une grande partie que vous connaissez déjà, parce que c'est important. C'est important à savoir dans le respect de tous les jours, mais surtout, exemple, dans l'inclusion dans nos personnages ou encore une fois dans les contextes de la création d'un jeu de rôle LGBTQ+. Donc, trans, qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsque mon identité de genre... Ah, est-ce que je peux expliquer davantage l'expression fluide? Oui, oui. En fait, fluide, la fluidité de genre qu'on va appeler, ou ouais, ça, c'est l'expression fluide, c'est quand on parle de la fluidité de genre, ça veut dire une personne qui peut se promener sur le spectre ici. Ça veut dire une personne, exemple, qui aussi, ça peut être nommé aussi two-spirit. Je sais pas si vous avez déjà entendu le terme two-spirit, qui vient dans le fond des communautés autochtones, dans les croyances autochtones. Mais c'est une personne qui a les deux identités à l'intérieur d'elle. Donc, je peux être à la fois homme et à la fois femme. Et cela dépend de un peu comment je me sens ou comment je suis. Alors, je peux une journée laisser sortir un peu plus mon côté féminin, que ce soit à travers mon attitude, mes gestes, mes pronoms, mon apparence physique. Mais je peux aussi être fluide dans cette expression-là et le lendemain, faire ressortir un côté un peu plus masculin. Ou même dans une journée, je peux me promener entre la féminité et la masculinité. Donc, c'est comme ça, c'est ça qu'on veut dire par la fluidité de genre, autant au niveau de l'identité et de l'expression. L'identité, c'est comment je me sens à l'intérieur de moi. Et l'expression, c'est comment encore une fois, je m'exprime par rapport aux gens autour de moi. Ah ben voilà, je parle de bispirituel et de bispirituel et two-spirit étant la même chose. En fait, je vais juste revenir avec trans, mais ça fait plaisir, Artémiste. Une personne trans, c'est quand l'identité de genre ne concorde pas avec le sexe assigné à la naissance. Donc, c'est des trans qui peuvent être binaires. Quand on parle de binaire, c'est
quand on se réfère à la binarité homme-femme, ou les trans non-binaires. Ça veut dire qu'ils se réfèrent à homme, femme, les deux, tous bispirituels ou aucun non plus. Là. Je prends un petit moment pour répondre à Kézar Omnic. Oui, bon, rebonjour. Chose intéressante, plusieurs personnes autochtones considèrent que l'identité bispirituelle est quelque chose qui est reconnu par la communauté, effectivement. Indigenous queer, une forme contemporaine différente de l'identité queer chez les peuples autochtones. Mais effectivement, oui. Pour avoir fait un peu de recherche sur le sujet, effectivement, quand on parle de bispiritualité ou de two spirit dans le contexte des communautés autochtones, c'était dans leur tradition, c'était quelque chose, c'était un honneur en fait, c'était très bien perçu. C'était pas tout le monde qui était two spirit, mais quand une personne était two spirit, c'était associé à une forme de divinité, on va dire, comme si la personne, en fait, avait un contact privilégié avec les esprits. Donc, c'était très valorisé. C'était un peu une personne qui était considérée un peu comme un sage ou comme une référence dans les communautés. Qui est malheureusement qui a un peu différé à travers le temps. À travers plein de choses que je parlerai pas plus en détail, mais que vous savez par rapport à l'histoire des peuples autochtones au Québec et au Canada. Mais dans tous les cas, ça commence à revenir tranquillement dans les communautés. Merci pour le commentaire, c'est super intéressant. Alors, justement, bispiritualité to spirit, qu'est-ce que c'est? C'est des personnes qui ont des identités de genre binaires, mais que les deux concordent ensemble. C'est là la fluidité. Là. Les deux cohabitent ensemble à l'intérieur de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire cis? Hein, souvent, quand on lit pas, on ne fait pas partie de la communauté, on comprend pas ce terme. Mais c'est une personne dont l'identité de genre correspond avec le sexe assigné à la naissance. Donc, une personne qui est cis n'est pas trans. Et les fameux alliés. Alors, une personne alliée, ça peut être une personne, un groupe, une communauté, etc., qui ne fait pas partie de la communauté trans dans ce sens où est-ce qu'elle ne s'identifie pas au niveau de son identité, son expression de genre comme une personne trans ou queer, mais qui va offrir du soutien, que ça peut être du soutien émotionnel, du soutien physique lors d'organisation d'événements, toutes sortes de soutiens aux personnes trans ou queer. Donc, on parle d'alliés et ça en prend plusieurs alliés. Un petit graphique par transstudent.org qui est génial, que j'utilise beaucoup. Il y a celui-là avec la licorne, il y a celui aussi avec le petit bonhomme en pain d'épices. Mais honnêtement, voici un peu un résumé de ce que je viens de dire. Et quand vous voulez concevoir votre personnage ou quand vous voulez concevoir une histoire dans votre jeu de rôle ou un univers qui aborde les communautés LGBTQ+, référez-vous à ce genre de graphique, en fait, pour vous assurer de penser à chaque variable et, bien sûr, de respecter les différentes variables. Oui, c'est mignon. En plus, c'est mignon, fait que c'est génial. Je prends une petite pause pour boire de l'eau, ce sera pas long. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. OK, alors je continue. Poup. Cet aspect-là, j'ai juste passé très, 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 très rapidement. On a le temps, mais c'est juste, je pense que c'est très, très rare dans le jeu de rôle que vous allez jouer des personnages qui sont des enfants. Par contre, peut-être que vous voulez inclure dans votre histoire de votre personnage ou l'histoire de l'univers certains concepts. Les étapes du développement de l'identité, c'est important de savoir que j'avais nommé, c'est vers 2-3 ans que les enfants commencent à comprendre qu'est-ce que c'est un garçon, qu'est-ce que c'est une fille. Autant au niveau du sexe assigné à la naissance, hein, ils commencent à prendre conscience de leur corps, mais aussi au niveau de l'identité de genre. Donc, je me sens un petit garçon, je me sens une petite fille, et c'est normal que ça change d'une journée à l'autre. C'est normal qu'un petit garçon veuille se maquiller, c'est normal qu'une petite fille joue avec des camions, c'est normal qu'un enfant
s'identifie pas nécessairement à un genre en particulier. Oh! Après ça, étape du développement de l'identité, encore une fois, vers 4-5 ans, généralement, il y a cette, je nommé vers que ça débute à 4-5 ans, mais plus vers 6-7 ans, il y a une stabilité de l'identité de genre. Ça veut dire qu'à cet âge-là, généralement, l'enfant, il connaît son genre, il est capable de l'exprimer. C'est-à-dire à dire aux autres, je suis un garçon, je suis une fille, je suis un garçon et une fille, etc. Donc, c'est là qu'ils prennent conscience aussi des stéréotypes de genre de la société. Alors, un petit garçon ne peut pas porter de jupe, par exemple. Bon, ça, c'est dans la majorité. Il y a des enfants et beaucoup d'enfants qui ont des problèmes avec leur identité de genre vont fortement l'exprimer. Ils vont vraiment comme faire une démarcation dichotomique. Je veux jouer avec des poupées, mais non, je rejette ces jouets ou les comportements opposés. Donc, le petit garçon qui dit « wesh les poupées, wesh les filles », par exemple. C'est normal. Bon, vers 7 ans, ils ont moins besoin d'exprimer fortement leur identité. Il va y avoir un peu plus d'acceptation, d'ouverture. Donc, je considère que c'est correct que je peux être un petit garçon, une petite fille ou les deux, sans avoir ce besoin-là vraiment de l'exprimer fortement puis de vraiment se démarquer des autres. Ici, c'est un aspect qui est assez important puis que peut-être dans la création de vos personnages peut être très intéressant, c'est que les enfants c'est là qu'il y a un début de dysphorie de genre. Ça veut dire quand les enfants reconnaissent que, voyons, je suis un petit garçon, j'ai les organes génitaux d'un petit garçon, les autres me disent que je suis un petit garçon, mais à l'intérieur de moi, je me sens une petite fille. Et là, ils vont souffrir beaucoup d'anxiété sociale, entre autres, parce que leur manière d'être va différer de ce que les autres s'attendent de la personne et ils vont pas être capables d'être eux-mêmes souvent à ce moment-là. À partir de 8 ans et plus, généralement, c'est assez. Les enfants reconnaissent leur identité et s'il y a une différence, une concordance entre leur identité de genre et leur sexe assigné à la naissance. Et encore là, c'est dans un environnement sain où est-ce que l'environnement permettrait aux jeunes de s'exprimer. À ce moment-là aussi, vers l'adolescence, donc on continue, on développe dans le temps. Il y a d'autres variables qui rentrent en compte. Là. Plus que l'enfant évolue, plus que des variables sociales. Ici, il y a l'influence de l'environnement social, les amis, les camarades de classe, la famille, la culture qui va influencer un peu plus ici l'expression de genre. C'est-à-dire l'identité de genre est assez concrétisée, à peu près jusqu'à 8 ans, mais l'expression de genre va pas nécessairement être la même selon est-ce que l'adolescent, l'adolescente se sent soutenu ou non par son environnement. Donc, il peut y avoir des stéréotypes de genre. Donc, l'adolescent va s'efforcer d'exagérer ou d'atténuer certains changements physiques en général. Ou, par exemple, la personne va vraiment se replier sur elle-même ou va vraiment être super expressive dans son expression de genre. On voit les deux. Alors, encore une fois, je prends une petite pause pour boire de l'eau. Donc, on retient que à partir de l'adolescence, quand l'environnement est adéquat, il peut y avoir une concordance entre l'identité de genre, qui peut être stable et assez solide, et l'expression de genre. Par contre, si notre personnage vit des choses compliquées, un soutien familial qui est pas présent, un aspect culturel qui favorise pas l'expression de soi, ça se peut que l'expression de genre soit refrain et soit inhibé. Ça veut dire qu'il soit gardé à l'intérieur de lui et que ça crée certains malaises chez le personnage, chez la personne. Donc ça peut être pris en considération aussi dans le développement de notre personnage, de voir est-ce que l'environnement familial le soutient, est-ce que l'environnement culturel. Alors là, on peut faire ça dans un environnement avec des êtres humains, mais exemple avec d'autres races ici ou ethnies, exemple des fées, exemple des orgues, exemple des vampires.
Donc, dans tous les cas, ça, c'est quelque chose qu'on peut un peu plus pousser la réflexion de voir, mais OK, est-ce que c'est quelque chose qui est bien perçu ou pas? Puis est-ce que ça va refreiner l'expression de genre ou pas? Maintenant, un peu plus concrètement, voyons comment intégrer dans le jeu de rôle ces concepts. Donc, je les ai nommés tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de la présentation, on vient de voir qu'il faut bien se renseigner, avoir de l'information valide, être sûr de bien respecter les concepts, respecter bien sûr la littérature, les concepts. Et par la suite, une fois qu'on intègre ça, qu'on comprend bien ça, ben là, on peut l'intégrer un peu plus à la mécanique et à l'environnement de jeu. Dans la mécanique, ben, on peut inclure sur les caractéristiques des personnages et les personnages non joueurs. Encore une fois, on s'assure de bien respecter, mais ça peut être un aspect qui est mis de l'avant ou pas dans le contexte. Ça peut être inclus, donc tout ce qui est par rapport aux communautés LGBTQ+, la représentation des communautés LGBTQ+, dans le contexte environnemental. Ça peut être, exemple, un festival LGBTQ+, qui arrive, qui se passe dans le village dans lequel vous êtes. Ça peut être historique. Ça veut dire, ça peut être un contexte historique où est-ce que l'expression de, c'est la guerre et l'expression de genre est impossible, donc les gens doivent vivre dans la restriction de l'expression de leur genre. Ça peut être culturel aussi, donc selon les personnages que vous mettez en place. Une chose qui est intéressante dans la mécanique, c'est que ça peut être mis en place dans les points de vie, les points de malus. Par exemple, on peut donner des points à un personnage qui arrive à passer d'une expression inhibée à que finalement se dévoile sainement aux autres personnages. Donc, on peut renforcer positivement ça également. Ça peut être aussi dans les points d'expérience à ce niveau-là. Donc, un personnage qui arrive à bien exprimer son expression de genre ou un personnage qui fait un dévoilement par rapport à son orientation sexuelle, soit sexuelle, affective, romantique, relationnelle. On peut le mettre aussi en place, l'intégrer dans le jeu de rôle, dans l'expérience même du jeu. Ça veut dire en tant que joueur, joueuse, quand je joue à un jeu de rôle, est-ce que je sens que c'est bien mis en place? Comment est-ce qu'on voit ça? Ben, est-ce que c'est un espace sécuritaire, sécurisant en fait? Un espace sécurisant, ça passe beaucoup par est-ce que je me sens respectée? Est-ce que je me sens inclus? Est-ce que je sens qu'il y a de la diversité ou c'est très dichotomique justement, tout noir, tout blanc? Est-ce que je sens que j'ai le droit de m'exprimer? Est-ce que je peux utiliser des stratégies d'expression pour affirmer mon identité, mon sentiment d'appartenance? Donc, ça passe par l'ouverture du maître du jeu, mais aussi l'ouverture et l'attitude des joueurs, joueuses autour de soi. À ce moment-là, ça peut être mis en place dans la session 0, de dire est-ce que c'est quelque chose qu'on veut aborder ou pas, de quelle manière on veut l'aborder et comment on veut l'aborder. Également, salut Alphonse Naza. Également, dans les séances de rétroaction, super important, là. Super important quand on sent que c'est un sujet qu'on veut aborder en détail, dans les séances de rétroaction entre les personnages ou entre les joueurs, de discuter, de faire un suivi par rapport à la bonne représentativité. Ah, il y a une espèce de tableau qui est apparu dans mon image, je ne sais pas d'où ça vient. Alors, j'ai ici pour finaliser un peu sur une réflexion. J'ai parlé vite, il reste encore un peu de temps, mais disons que je termine sur cette réflexion-là. C'est une réflexion qui a été amenée sur Facebook et que j'ai trouvé très intéressant. Un questionnement, en fait. Quelle est la plus-value des systèmes LGBTQ+, versus rendre ces parties LGBTQ+, friendly? Alors ça, j'avais trouvé ça très intéressant comme questionnement, de dire, en fait, j'ai pas terminé, en fait, il y a j'ai d'autres choses. OK, c'est bon. Parce que tout à l'heure, je vais vous présenter une liste de jeux de rôle qui ont été conçus par des personnes appartenant aux communautés LGBTQ+. Et il y a des personnes
LGBTQ+, qui vont prendre des concepts de jeux de rôle existants et le rendre LGBTQ+ friendly. Ça veut dire on l'adapte et on l'ajuste. En fait, de mon point de vue, ce que j'ai observé, puis ça serait très intéressant d'en discuter avec vous si vous avez des commentaires sur le sujet, de ce que j'ai observé, au final, les deux sont autant intéressants, deux options très intéressantes, autant l'une que l'autre. L'importance, en fait, revient à ce que j'ai nommé tout à l'heure, c'est de vraiment s'assurer de la validité, l'exactitude des informations qu'on met en place. Une chose est sûre, en fait, c'est que si moi, je fais partie de la communauté LGBTQ+, c'est quelque chose dans lequel je suis impliquée parce que c'est mon sentiment d'appartenance, il y a plus de chances que le jeu de rôle que je vais créer soit respectueux des terminologies ou des règles sociales LGBTQ+. Tandis que si moi, je veux juste inclure des concepts LGBTQ+, dans mon histoire, c'est sûr que si je ne vais pas bien me renseigner, je ne vais pas aller chercher l'information aux bonnes places, ça se peut que je fasse des petites erreurs maladroites qui soient mal perçues. Donc, la plus-value des systèmes LGBTQ+, part de là. Je pense que c'est plus facile de créer un sentiment d'appartenance et un sentiment de sécurité. Ça veut dire, je suis sûre que ça va être respectueux et sécuritaire pour moi, tandis que un concept de jeu de rôle qui n'est pas LGBTQ+ friendly, mais qui est adapté, il faut juste s'assurer d'avoir vraiment les bonnes informations puis s'assurer que les représentations soient vraiment respectueuses. Donc, exactes et respectueuses. Autre chose, quand c'est un système qui est déjà conçu à la base pour être LGBTQ+ friendly, ben c'est sûr que les lignes directrices sont claires. Le système a été au complet réfléchi pour ça. Donc, les lignes directrices sont claires, les lignes de respect sont claires, l'aspect diversité des genres est défini à la base, c'est dans les règles du jeu, c'est même dans la fiche de personnage. Il y a même un système de sécurité émotionnelle souvent qui sont mis en place pour s'assurer que c'est respecté. Tandis que quand c'est des parties, encore une fois, d'un jeu de rôle déjà existant et qu'on veut rendre LGBTQ+ friendly, ben ça ne veut pas dire que la personne qui va créer le système va mettre tout ça en place. Donc, en fait, si on veut jouer à un jeu qui a été adapté, LGBTQ+ friendly, ben à ce moment-là, il faut juste s'assurer que la personne qui le met en place met des lignes directrices, des structures claires, qu'il y a un système de sécurité émotionnelle, que le respect de la diversité complète des genres, que les représentations LGBTQ+ sont claires et respectueuses et qu'il y a une exactitude des informations. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Eh oui, pilule rouge, c'est justement ce que je vais répondre aussi dans les prochaines diapositives. Donc, en fait, je vais voir comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que tout ça ici, là, c'est respecté et aussi des exemples de jeux qui respectent ça. Joie Philly, merci pour la présentation claire. Mais ça fait plaisir, Artémis. Merci beaucoup d'être pensé et d'avoir laissé des commentaires. C'est très apprécié. On est synchro, oui. En fait, toute la présentation va être disponible sur le Twitch en rediffusion, puis aussi sur la chaîne YouTube du Festival Draconis 2022. Alors, une première ressource que je vous invite à consulter, c'est le ISMS ou le ISMH, en anglais ou en français en fait. C'est l'Institut pour la santé des minorités sexuelles. C'est une référence géniale, autant pour les professionnels que pour monsieur, madame, X, tout le monde. Donc, ici, c'est un site qui est pour les personnes, des services transaffirmatifs pour les personnes trans, non-binaires, leurs familles, leurs amis, etc. Il y a des ressources aussi, des questionnaires. Il y a des ressources documentaires, il y a des ressources de publication, il y a des... ce qui est très intéressant, c'est des lexiques aussi pour bien connaître les terminologies. Donc, première ressource, très, très bon site que je vous recommande. Je n'ai pas passé à travers tout cela parce que j'en ai identifié beaucoup. Vous allez pouvoir mettre sur pause, les prendre en note, mais je vous ai référé plein d'organismes. N'hésitez pas à les lire. Première chose à faire, si vous voulez créer
un univers LGBTQ+ friendly, où vos personnages, ou que vous voulez mettre des personnages non joueurs, que vous créez des problématiques en lien avec l'histoire, exemple, des personnages, des communautés LGBTQ+, allez vous renseigner. Donc, coalition famille, LGBTQ+, enfants transgenres, la chaire de recherche de l'UQAM, génial comme référence. Donc, ça, c'est plein de références de lecture. Il y en a là-dedans que c'est des sites Internet. Il y en a là-dedans, c'est des organismes. Il y en a que c'est des chaires de recherche. Il y en a là-dedans aussi, ça va être des guides. Et voilà. Une très bonne ressource, c'est le WPAT. Sinon, en fait, c'est toutes des bonnes ressources. J'ai tout mis plein de bonnes ressources ici. N'hésitez pas à les lire sur le sujet. Surtout les lexiques, en fait. Les lexiques, c'est très important pour justement là, bien différencier les différentes terminologies. Attendez un instant. Oh non, j'ai passé tout droit à une diapositive. Attendez un instant. Ah, mais ça me aussi. Il me manquait une diapositive. Et voilà. Donc, pour répondre à la question, et bien sûr, je suis passée tout droit à ça. Je me disais aussi qu'il me manquait quelque chose. Des exemples de jeux de rôle. Il y a 3 formes de jeux de rôle qui abordent des thématiques au niveau de LGBTQ+, ou qui sont LGBTQ+ friendly. Alors, on a les jeux de rôle qui sont créés par des personnes de la communauté LGBTQ+. Donc, ça, c'est des personnes. Exemple, Thirsty Swords Lesbian, qui était sur Kickstarter, que j'ai reçu, que j'ai vraiment hâte de pouvoir jouer. Qu'est-ce qui est intéressant, vu que ça a été créé par des personnes de la communauté elle-même, ben, c'est qu'il y a un sentiment de sécurité en lien avec la concordance des informations. T'sais, je sais que ça va être un jeu respectueux, qu'il va avoir une bonne terminologie, que ça va bien me représenter, parce que, ben, justement, ça a été créé par des personnes de la communauté. Donc, il va y avoir une belle validation émotionnelle. Thirsty Sword Lesbian, pour moi, est un parfait exemple, parce qu'il est centré sur la romance, ça permet d'être l'avant. Exactement. Très aussi powerful comme jeu. Vous allez voir, je vous invite à aller regarder un peu sur la page du Kickstarter, mais c'est très bien représenté. L'empowerment, il présente une certaine force, le jeu, très intéressant. Deuxièmement, les jeux qui sont créés par des personnes alliées, ça veut dire qu'ils font partie de la communauté, mais pas en tant que personnes LGBTQ+, mais qui sont là, ils sont quand même en contact avec des personnes où ils sont là pour les soutenir, ils sont là pour les aider dans l'organisation d'événements. Alors, c'est des personnes qui sont quand même assez impliquées pour savoir. Ils ne parlent pas de n'importe quoi. Alors, eux, ils vont aborder la diversité de genre. Déjà, il y a un sentiment aussi de sécurité qui est créé parce qu'il y a une certaine concordance des informations. Peut-être qu'il n'y a pas nécessairement le sentiment d'appartenance parce que la personne ne vit pas la même chose que nous. Validation émotionnelle, peut-être un peu moins. Encore une fois, parce que la personne ne vit pas les mêmes situations sociales, donc peut-être qu'elle peut moins comprendre. Mais il y a un sentiment de respect des représentations. Parce que la personne est une alliée, elle est impliquée et elle sait de quoi elle parle. Et enfin, on va trouver les jeux de rôle où est-ce que c'est des personnes non alliées, mais qui vont quand même inclure des variables de la diversité de genre parce que c'est un sujet qu'ils veulent aborder dans un jeu de rôle. Alors, à ce moment-là, on veut s'assurer que le jeu de rôle qu'on va consulter, on veut s'assurer, en fait, qu'il y a eu un minimum de connaissances de la part de connaissances des communautés LGBTQ+, ou au moins que même si la personne qui a créé le jeu ne fait pas partie de la communauté, qu'elle a été chercher du soutien et de l'information de personnes de communautés LGBTQ+. On va voir si la personne, est-ce qu'elle a une ouverture d'esprit ou est-ce que c'est un jeu de rôle qui est très péjoratif. On veut s'assurer aussi, bien sûr, c'est souvent ça la crainte, que c'est pas un jeu de rôle qui est dans les stéréotypes.
On veut pas que ça soit trop, à moins que c'est ça que vous recherchez, mais sinon, on veut s'assurer que ça soit pas trop caricaturé, là. Que s'il y a de la diversité de genre dans le jeu de rôle qu'on va jouer, ce soit pas quelque chose de cartoonesque ou d'extrême. Donc, on veut s'assurer avant que les informations, il y a le soutien puis qu'il y a une bonne structure. Thirsty Sword Lesbian, effectivement, génial. Il permet des interactions impossibles dans d'autres systèmes. Et c'est exactement... Et là, tu sais, si on revient à la question que j'avais mis ici, quelle est la plus-value des systèmes LGBTQ+, ben, Thirsty Sword Lesbian est un bon exemple. Parce que son système de jeu en soi inclut des variables puis une représentation des relations interpersonnelles qui est différente des personnes LGBTQ+, des personnes cis. Donc, il y a une différence. Là, j'en remarquerai pas trop là-dedans, trop en détail, mais ma thèse de recherche au doctorat était sur, justement, l'observation de ces différences-là. Et il y en a. Il y a des différences entre les personnes lesbiennes, entre les personnes bisexuelles, entre les personnes qui sont, exemple, hétérosexuelles, entre les personnes selon leur identité de genre. Il y a des différences au niveau des interactions sociales, au niveau de comment ils gèrent les situations de conflit. C'est normal, les expériences de vie sont différentes. Alors ça, quand c'est représenté différemment dans la base même et la structure même du jeu de rôle, c'est sûr que ça peut faciliter ici le sentiment d'appartenance, le sentiment de sécurité, puis la validation émotionnelle. Mais on peut choisir les trois, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Alors, des exemples de jeux de rôle on m'en a suggéré, puis il y en a que j'ai eu la chance d'essayer moi-même. Alors, Thirsty Sword Lesbian, hein, je vous invite vraiment à aller voir. Monster Heart, que plusieurs personnes m'ont recommandé, je ne l'ai pas encore joué, mais ça a l'air vraiment bon. Dream Askew. Visigoth versus Mall Goats. Glitter Heart, qu'on m'a fortement aussi recommandé que je vais aller chercher de ce pas. Il a l'air vraiment intéressant. Denial and Yearning, c'est un jeu de rôle et roman romantique. C'est super intéressant. J'ai eu le plaisir de faire une entrevue avec les conceptrices. C'est ça, c'est un jeu de rôle, mais sous forme de roman, dans ce sens que c'est comme une histoire narrative dans laquelle on évolue, mais il y a vraiment comme un contexte d'écriture, puis un contexte de... comment je pourrais dire ça? Ben, un peu comme si vous connaissez un peu le concept des visual novels, les romans graphiques, c'est un peu la même chose, mais représenté en jeu de rôle. Donc, très, très intéressant. Et Our Traveling Home, que j'ai découvert aussi il y a un peu plus qu'un an, si je ne me trompe pas. J'ai aussi eu le plaisir de faire une entrevue avec les conceptrices. Mais c'est magnifique. On joue en fait des différents personnages qui doivent interagir entre eux et gérer justement des relations interpersonnelles, mais avec bien sûr des variables LGBTQ+. Et ça fait en sorte que les relations interpersonnelles sont plus compliquées, justement, là, à cause de différentes problématiques. Puis, tu sais, tout à l'heure, je parlais des représentations culturelles, de la culture, des normes sociales, puis comment parfois ça peut brimer des relations interpersonnelles. Puis ça peut brimer aussi notre expression de genre. Ben, c'est assez bien représenté dans ce jeu-là. Je trouve que c'était très intéressant. N'hésitez pas à rajouter, vous aussi, je suis toujours, moi, de mon côté, ouverte à en découvrir plus. C'est ceux qui sont ressortis le plus, qui semblaient dans les coups de cœur des jeux de rôle, où est-ce qu'il y a des bonnes représentations des communautés LGBTQ+. Mais n'hésitez pas à en rajouter dans le chat, les commentaires. Dans Dream Askew, certains livrets de personnages nous amènent à inventer des genres apparus sous l'Apocalypse. Oh! Ça m'a vraiment aidé à saisir comment les gens et communautés jouent avec le genre. Intéressant, super intéressant. Alors, j'ai rajouté à ma liste pour le lire et y jouer plus en détail. Parce qu'effectivement, c'est une chose qui est intéressante avec le jeu de rôle. Et là, j'ai juste
je vais revenir à moi-même. Et voilà, c'est moi. Alors, quelque chose qui est intéressant avec... et j'avais oublié de dire des bonjours. Bonjour Gatinouve. Bonjour Uor Yami. Et merci Anima Dream de te joindre à la belle gang de Ludipsy. Alors, oui, ce que j'allais dire, c'est que une chose qui est intéressante, effectivement, c'est que quand on sort de cette mentalité-là binaire et qu'on entre dans le non-binaire est très représenté dans le jeu de rôle. Si on observe les représentations non-binaires dans le jeu de rôle, on le voit à travers différentes races et espèces. Là. Que ça soit encore, quand je parle de race et espèces, c'est dans un contexte d'univers fantastique, par exemple, ou même d'univers post-apocalyptique. Il y a différentes espèces de vampires. Il y a des personnages qui n'ont pas nécessairement de genre non plus. Puis il y a des personnages qui peuvent avoir plusieurs genres. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis je suis bien contente de voir que le jeu Dream Askew, on peut littéralement inventer des genres sous l'apocalypse. Donc c'est très, très, très intéressant. Alors, peut-être il nous reste quelques minutes, en fait 2 minutes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient quelques petites questions par rapport à ce que j'ai discuté? Et cette réflexion-là de dire comment est-ce qu'on fait pour bien inclure, mais est-ce que ça vaut la peine ou pas d'inclure les communautés LGBTQ+, ou de prendre une structure déjà existante? Encore une fois, les deux sont possibles. Ça dépend vraiment de voir comment est-ce que vous sentez en sécurité et à l'aise aussi à travers ça. Et j'ai une question ici. Oui, oui, Uor Yami. Pourrait-on avoir une copie des pages de liens que tu avais dans ta présentation? Alors, oui. Je pense que ce que je peux faire, c'est mettre le tout sur format PDF et j'ai 2 options, en fait. Soit le mettre sur le Discord du Festival Draconis, si possible, ou sinon, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais vous mettre mon adresse courriel. Alors, mon adresse courriel, c'est ludipsy, comme psychologue, donc LUDIPSY 20 @gmail.com. Donc, n'hésitez pas à m'écrire ou vous pouvez m'écrire sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez m'écrire également sur ma page Facebook, sur Messenger. Oui, et c'est ça. Donc, principalement sur Twitch, sur la page Facebook de Ludipsy sur Messenger. Vous pouvez m'écrire à mon adresse courriel directement. Puis, je peux vous envoyer la présentation sous format PDF ou si vous voulez juste les références, n'hésitez pas. Ça fait plaisir de partager ça. C'est un peu l'objectif aussi. Oui, exactement, Joey Bruno. C'est mon adresse. Est-ce qu'il est possible d'échanger vocalement? Ah, ben oui, bien sûr. Si vous voulez échanger vocalement avec moi, écrivez-moi. Puis encore là sur Messenger, principalement sur Messenger, mon adresse courriel. Puis à ce moment-là, bien sûr, on pourra se trouver un petit moment pour discuter ensemble. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. C'est très stimulant, c'est très intéressant. Puis on apprend souvent des 2 côtés. Merci beaucoup, Kaiser. C'est très clair et bien recherché. Ça fait plaisir. Alors, je vais terminer là-dessus pour laisser la place au suivant. Donc, pour ceux qui sont présents, je vous invite à continuer à regarder le festival Draconis sur leur Discord et leur chaîne Twitch, Festival Draconis 2022. Et justement, de mon côté, je vais faire un petit raid sur le festival Draconis, pourquoi pas? Je vais mettre mon petit moment de transition et je vous souhaite à la prochaine. Pour ceux qui me suivent, je recommence à streamer sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Twitch de Ludipsy ce jeudi. Je vais jouer à Sea of Solitude, continuer la belle aventure. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Bye!